Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au CUM. Nous sommes ravis d'avoir le privilège et le plaisir aujourd'hui de recevoir Richard Millet dans le cadre des rencontres polémiques animées par Denis Tillinac. Il vient aujourd'hui présenter son dictionnaire amoureux de la Méditerranée, une région qu'il connaît très bien, puisque c'est aussi le fil de certains d'autres de ses livres. Vous connaissez évidemment certains de ses livres, Ma vie parmi les ombres, La confession négative, des livres qui sont absolument magnifiques, avec un style admirable. C'est certainement un des plus grands écrivains français vivants aujourd'hui. Et d'ailleurs, Denis Tillinac ne me contredira pas là-dessus. Donc aujourd'hui, parler de la Méditerranée, de l'histoire de la Méditerranée, et plus particulièrement de l'actualité aussi de la Méditerranée, de la manière dont cette région redessine les cartes du monde et en quoi elle vit en chacun de nous, et elle est vraiment éclairante sur l'histoire du monde et sur le monde d'aujourd'hui. Au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice, je souhaite la bienvenue à Richard Millet, à Denis Tillinac, et je vous souhaite une très belle conférence. Merci. On va attaquer, tu vas faire un chant d'amour sur la Méditerranée au début. Bonjour, merci de votre présence et bienvenue à Richard Millet. C'est pas la première fois qu'il vient, il était venu l'an dernier, c'était dans le cadre d'une réflexion sur le système médiatique en général. Il avait été, il y a déjà quelques années, victime d'une cabale de la part du monde éditorial et de certains libraires. On avait évoqué ça, c'était au fond la question de la liberté d'expression qui était en cause. Il s'agissait, cette cabale avait eu pour, j'allais dire pour alibi ou pour prétexte, un livre qui avait une réflexion au second degré qu'il avait consacré au terroriste norvégien Breivik. Vous savez, ce cinglé qui avait assassiné un certain nombre de dizaines de jeunes gens en Norvège, et il s'était posé la question comment un jeune, par quel détour un jeune devient un terroriste. Le moins qu'on puisse dire est que cette question est d'actualité. Cependant, Richard Millet, qu'il n'est pas besoin de présenter, qui est jeune puisqu'il est né en 53, qui est un écrivain au long cours, très, j'allais dire presque, sinon statufié, du moins très apprécié d'un public de connaisseurs. Il est effectivement considéré comme un de nos plus grands stylistes. Il a été dans une vie antérieure enseignant en lettres, et puis après il a été pendant une dizaine d'années éditeur chez Gallimard, et éditeur assez apprécié puisqu'entre autres il fut l'éditeur de Jonathan Little, qui a obtenu, vous le savez, il y a quelques années, le prix Goncourt. Un écrivain, il écrit, continue d'écrire, bâtit une œuvre qui, j'en suis convaincu, sera de celles qui restera, si tant est qu'il reste quelque chose de l'histoire de la littérature par les temps barbares qui courent, mais ça, on n'y peut rien. Mais là, aujourd'hui, Richard est ici pour un livre sur la Méditerranée, vous savez, dans cette collection Dictionnaire amoureux. Alors, la Méditerranée, c'est beaucoup de choses. C'est l'Antiquité égyptienne, c'est le monde hellénistique, enfin la Crète et puis la civilisation grecque. C'est évidemment le judéo-christianisme, et puis c'est la civilisation arabo-musulmane, plus tard ottomane musulmane. C'est le théâtre d'échanges, de confrontations intellectuelles, littéraires, militaires aussi, le djihad et les croisés, et ça continue un peu, on en parlera, mais au départ c'est un espace qui depuis j'allais dire le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'aux grandes découvertes de la fin du XVe siècle aura été l'espace de plusieurs civilisations, dont la nôtre, parce que c'est aussi l'espace de la civilisation occidentale, jusqu'à ce que la découverte des Amériques par essentiellement les hispaniques fasse dériver la civilisation vers la façade atlantique. Et puis, depuis la fin du XXe siècle, c'est plutôt entre les Amériques et le sud-est asiatique, dans le Pacifique, que ça se passe. Je ne sais pas si c'est une nouvelle civilisation, mais enfin ça s'est déplacé. Mais enfin, malgré tout, ce que les Romains appelaient la Mare Nostrum, notre mer existe. Bon, elle existe si bien ici
qu'elle est juste derrière ce bâtiment et la promenade des Anglais. Et ce livre de Richard Millet est profus parce que la Méditerranée, c'est beaucoup de pays, je l'ai dit, c'est beaucoup de cultures. Et c'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour. Alors comment c'est-il que quelqu'un qui partiellement est de souche corrézienne, c'est la plus honorable puisque c'est la mienne, soit depuis apparemment toujours, en tout cas depuis l'adolescence, aussi amoureux de la Méditerranée. Ma question n'est pas complètement naïve, je dis depuis l'adolescence. Tu vas nous répondre pourquoi. Pourquoi cet amour? Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi il s'est pérennisé? Bonsoir, enfin bonjour, parce qu'on n'est pas encore le soir. En fait, je crois qu'en tant que Corréziens, nous sommes d'une certaine façon des Méditerranéens, puisque nous sommes dans la langue d'oc, que dès la ville de Brive, il y a des platanes, donc voilà, on peut déjà, c'est une sorte de Méditerranée intérieure, si j'ose dire. Mais on n'est pas là pour parler de la Corrèze. Pourquoi cet amour de la Méditerranée? Parce que l'autre partie de ma famille paternelle est de Toulouse, alors ce n'est pas encore non plus la Méditerranée, mais on s'en rapproche. Et en tout cas, par l'accent, on est bien dans un espace méditerranéen. Par Méditerranée, il faut bien entendu penser non pas seulement le strict pourtour, mais une civilisation. Comment elle se définit? Il y en a qui disent le blé, l'olivier, la vigne. C'est vrai? C'est vrai, moi je dirais la Bible. Pour faire rapide, la Bible en tant que même le Coran s'appuie dessus. Donc voilà, c'est peut-être le livre qui unifie à peu près tout, y compris les langues, puisqu'avec les traductions, donc l'hébreu, le grec, la vulgate en latin, etc., etc. Donc vous voyez, il y a et l'arabe bien entendu, mais bon, si vous voulez, de notre côté, la Méditerranée, c'est la Bible, au sens le plus large du mot. Alors, il y a 1000 définitions de la Méditerranée, il y a 1000 façons d'aimer la Méditerranée, il y a aussi, j'imagine, 1000 façons de la détester, et en ce moment, Dieu sait qu'il y a des raisons très violentes de la détester, mais voilà, donc j'ai essayé de faire un livre qui réponde à cet amour et qui en explique peut-être aussi les raisons, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas faire un dictionnaire amoureux sans parler de soi. Le moins possible, mais on est bien obligé de se référer à un certain nombre de choses qui sont extrêmement personnelles. Et soit c'est le Liban, en l'occurrence. Alors bien sûr, pour moi c'est le Liban, puisque j'ai passé mon enfance dans ce pays, où je reviens très souvent. Et donc, pour moi, quand je suis au Liban, je me dis, si tu vas en face, tu as Nice. Et ici, quand je regarde en face de moi, je me dis, si tu continues, tu arrives à Beyrouth. Vous voyez, donc j'ai depuis mon enfance cette espèce d'axe qui pourrait résumer en grande partie peut-être. Il y a, si vous voulez, une dimension peut-être française de la Méditerranée qu'on n'a pas assez soulignée. Il y a une dimension italienne, il y a une dimension bien sûr espagnole, une dimension arabe, mais une dimension française. Je ne parle ni des latins ni des grecs. Comment la définir, cette dimension française? Bien, probablement par la langue française qui a été, comment dirais-je, une espèce de principe unificateur. La langue du commerce européenne, c'était plutôt l'italien, ça a été très longtemps l'italien, à cause de Venise, de Gênes, mais la langue française, disons que c'était plutôt une langue politique et une langue de culture. Il y a encore des restes, un peu partout, de plus en plus restreints, je parle aussi bien en France que c'est une provocation de ma part. Il y a quelques restes de langue française en France. Enfin, la langue française, je veux dire, au sens nous, où la connaissons et nous l'aimons. Maintenant, il y a un sabir arabo-gaulois qui se met en place, un peu dans certaines cités. Mais enfin bon, ça fait partie aussi, le sabir fait partie de la civilisation méditerranéenne. Par exemple, un écrivain comme Elias Canetti, qui est né si je me souviens, en Roumanie, n'est-ce pas, parlait, comme beaucoup de juifs qui avaient été chassés d'Espagne, parlait un dialecte judéo-espagnol. Et pourtant, il a écrit en allemand. Oui. Et il a vécu presque toute sa vie en Angleterre. Donc ça aussi, c'est la Méditerranée, à savoir une espèce d'exportation d'un certain nombre de principes, notamment linguistiques, ailleurs.
on peut être méditerranéen ailleurs. Si vous allez dans le Nouveau Monde, vous allez trouver de petites Méditerranées, par exemple à Buenos Aires, puisque l'immigration italienne, enfin bon, je ne vous apprends rien, excusez-moi d'avoir l'air pédant comme ça. Voilà, la Méditerranée, c'est aussi ce qui s'exporte encore aujourd'hui, puisque effectivement, Denis l'a dit, le commerce s'est déplacé dans le sud-est asiatique et sur la côte ouest des États-Unis. Et qu'est-ce qui te touche le plus? Parce que tu as sillonné à peu près tous les pays. Bon, il y a les pays européens, c'est l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce. Il y a la Turquie, et puis il y a tout le Maghreb et tout le Machrek. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve toujours de commun? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une identité culturelle méditerranéenne? Est-ce qu'un Niçois peut se dire, moi, peut-être au moins autant que Français, je suis méditerranéen? Dire je suis méditerranéen, c'est parfois une façon d'esquiver des problèmes identitaires, vous voyez. Je veux dire par là que certains Niçois peuvent se dire je suis plutôt turinois de souche ou de tradition ou français parce que, etc. Et donc pour éviter ce genre de conflit ou pour éviter de choisir, on dit je suis méditerranéen. Comme aujourd'hui les bobos parisiens disent je suis citoyen du monde, ce qui est une stupidité sans nom. Ou européen. Comment? Ou européen, ils disent. Ou européenne, oui, voilà. Donc c'est un peu plus restreint, mais c'est comme ça. Une identité méditerranéenne, ça me paraît difficile, mais il me semble qu'on retrouve un certain nombre de choses sur lesquelles on s'accorde, probablement. Alors, il faudrait rentrer dans des détails. C'est très étrange, il n'y a pas un principe unificateur, parce que la Méditerranée, c'est deux choses. Ce sont des échanges permanents et des conflits. Mais depuis toujours. Donc, il me semble qu'aujourd'hui encore, on a ce double principe d'échanges commerciaux et de conflits, ceux auxquels je pense, vous les avez tous en tête. Est-ce qu'on pourrait définir la Méditerranée comme l'espace privilégié du plus grand métissage culturel, civilisationnel de l'histoire du monde? Parce que quand même, pratiquement depuis l'époque mésopotamienne jusqu'à la Renaissance, tout s'est passé autour, tout, y compris le livre. Je n'aime pas le mot métissage culturel parce que c'est le langage de l'ennemi, donc c'est le langage des bobos, donc je préfère parler d'échange, de brassage culturel, d'influence réciproque ou non. Mais métissage, ça me plaît pas. Excuse-moi, Denis. Mais... Donc, mais pour te répondre, oui, c'est tout à fait ça, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est que la Commission européenne, l'Union européenne, cherche à détruire, il me semble, les racines, disons, méditerranéennes, en éradiquant au fond la double origine Jérusalem et Athènes. On peut y ajouter Rome si on veut, mais Jérusalem et Athènes ne plaisent pas du tout. Je ne parle pas de l'Athènes aujourd'hui qui pose d'autres problèmes à la Commission européenne, mais je veux dire, c'est-à-dire la philosophie grecque et le judéo-christianisme. Donc ça ne plaît pas du tout aux technocrates et ils y arrivent d'ailleurs assez vite puisque la plupart des élèves ne savent à peu près plus rien. Donc ce double héritage qui est celui de la Méditerranée est complètement éradiqué. On comprend d'ailleurs que de l'autre côté, j'allais dire de l'autre bord, chez le monde islamique, on puisse s'indigner du vide culturel et spirituel dans lequel sont élevés, si on peut appeler ça élevés, les jeunes Français, jeunes Européens. Vous voyez, donc le problème n'est pas aussi caricatural, aussi simple qu'on le croit. Je ne suis pas en train de trouver des raisons d'exister ou d'agir aux djihadistes, mais on peut comprendre aussi qu'ils soient animés d'une certaine, comment dirais-je, impatience ou d'un certain dégoût vis-à-vis de ce que nous sommes, c'est-à-dire presque rien, en tout cas une civilisation rongée par le nihilisme, n'est-ce pas? Et donc, revenir vers l'origine de cette civilisation, disons, française, c'est revenir au fond vers la Méditerranée.
Et en cela, il faut venir se ressourcer, se retremper. Oui, je pense que tu fais allusion à ce projet enfanté en son temps par Sarkozy quand il était président de la République d'Euro-Méditerranée, hein, qui aurait déplacé un peu notre axe géopolitique et puis culturel, qui l'aurait ramené à la Méditerranée. Et manifestement, il y a eu un veto des Allemands et des Scandinaves. Et ça, le projet a avorté. Donc comme si nous, Français, nous avions à choisir entre, comment dirais-je, un tropisme au nord et à l'est, et ce tropisme méditerranéen, et tu sembles laisser entendre que nous y sommes infidèles. C'est vrai que moi je me sens latin avant tout, mais la France, c'est pas que la latinité. Il y a une germanité, il y a des Flandres, il y a une océanité à l'ouest, et sur notre plateau central, on fait un peu la synthèse. Mais malgré tout, l'essentiel nous est venu de la Méditerranée, en s'arrêtant à Nice. On en est infidèle à ça, on va perdre ça. On est en train de perdre notre méditerranéité. Si on se place d'un certain point de vue, oui, je pense. Je pense que de toute façon, on est en train de tout perdre. C'est ça le problème. C'est pas, je veux dire, on renonce à un héritage, on renonce à hériter, et ça s'appelle aussi le reniement de soi. Donc à quoi serions-nous fidèles? Nous n'avons pas à être fidèles aux légendes germaniques, encore qu'il y ait une partie de la France qui puisse s'en revendiquer, bien sûr. Mais il me semble que la France, c'était justement l'exemple, et c'est pour ça que la France, je disais tout à l'heure qu'elle a pu incarner la civilisation à une époque, c'était justement un équilibre extraordinaire entre toutes les formes de civilisation de l'Europe du Nord et celle de l'Europe du Sud. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se perdre. Je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui règle la question partout, que ce soit au Nord ou c'est l'américanisation de l'Europe. Voilà. Donc l'Européen, si vous voulez, abruti aujourd'hui, ne rêve que d'une chose, c'est d'être américain. Et c'est pas d'être, comment dirais-je, un immense écrivain américain ou un jazzman, c'est d'être un Américain, un consommateur américain. Vois, donc, y compris d'ailleurs les Français d'origine maghrébine dans les cités. Hein, oui, bon, ça c'est la mondialisation à l'américaine, bon, qui normalise les imaginaires. Mais revenons quand même à cette Méditerranée. Je voudrais en savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'elle nous a apporté. Alors, la Bible, la pensée grecque et la tragédie grecque, et puis la vision politique romaine. Oui, le droit. Et le droit. Le droit, oui. C'est pas rien. Non, c'est même considérable, puisqu'on ne cesse... Ça reste. Oui, même les Américains s'y réfèrent encore. Si vous regardez l'architecture officielle américaine des fondateurs, c'est de l'architecture néo-palladienne, c'est-à-dire méditerranéenne, héritée en grande partie aussi du monde gréco-latin. Il me semble que plus précisément dans certaines formes d'art, la Méditerranée continue d'être extrêmement présente. Il me semble que la Méditerranée, de toute façon, a incarné l'art, ou plutôt, donc voilà, et c'est encore aujourd'hui, disons, le cas, même si les Américains veulent faire croire qu'ils ont renversé toutes les choses. Je veux dire par là que la lumière méditerranéenne, voilà, ça pourrait être aussi une définition de la Méditerranée. La lumière méditerranéenne a longtemps inspiré la plupart des peintres, y compris les nordiques. Et il me semble que c'est peut-être encore le cas. Je crois que c'est une qualité qui ne se trouve pas ailleurs. Ça vaut aussi pour les écrivains. J'en cite quelques-uns dans mon livre, Laurence Dorel, etc., qui ont été des Méditerranéens, bien qu'ils aient eu la disgrâce d'être nés dans le monde britannique, n'est-ce pas? Donc, il y en a eu beaucoup d'autres, si vous voulez, de ce genre, même des compositeurs. Je pense à Szymanowski, qui est un compositeur polonais, qui a été révélé à lui-même de toutes les façons, grâce à la Sicile, grâce à Naples. Vous voyez, donc il y a énormément de choses. Au fond, dès qu'on creuse, dès qu'on sort des idées générales ou des idées même reçues, on s'aperçoit que la Méditerranée n'a cessé jusqu'à aujourd'hui, en fait, de nourrir cette forme de civilisation dont certains disent qu'elle est morte, d'autres disent qu'elle est mourante. Enfin bon. Oui, puis il y a quand même ce ressac permanent
qui débute avec le djihad du 8e siècle, où les arabo-musulmans envahissent l'Espagne, le sud de la France et la Sicile, et puis après les croisades avec les constitutions provisoires des empires latins d'Orient. Venise est souvent, puis Byzance sont souvent à la jonction, et puis il y a et puis le ressac a continué jusqu'on peut dire en gros à la bataille de Lepante, où on a l'impression que les choses se sont figées. Pendant la période arabo-musulmane de l'Andalousie, c'est la période de Maïmonide, de Ibn Khaldoun, il y a des échanges intellectuels. On a l'impression qu'une partie de l'héritage grec nous est transmis par des Arabes hellénisés, hein, musulmans mais hellénisés, qui font des espèces de synthèses, comme Maïmonide, qui est juif à la même époque, fait lui aussi des synthèses, à telle enseigne qu'il sera... Saint Thomas d'Aquin s'en inspirera. Bon, puis après, on a l'impression qu'à partir de la bataille de Lepante et l'échec des Ottomans devant Vienne, il y a une fracture. On dit au nord, c'est les Occidentaux chrétiens, en gros. Au sud, les islamo, je ne dis plus arabo-musulmans, parce qu'à partir du XVIe siècle, ce sont les Ottomans, c'est-à-dire des Turkmènes, qui contrôlent à peu près tout l'espace islamique. Bon, et puis après, il y a l'aventure coloniale au 19e siècle, à nouveau un échange unilatéral, inégalitaire. Bon, puis après, il y a les décolonisations. On a l'impression que... Alors, ces échanges-là ont été fructueux sur le plan intellectuel, indiscutablement, et artistique. Bon, mais on a l'impression, je sais que le fait n'est pas tranché. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'à nouveau, il y a un défi qui est lancé par un islam qui essaie de reconstruire son identité face à un Occident qui a du mal à reconstruire la sienne, avec des interpénétrations par le truchement des flux migratoires. Est-ce que c'est fécond? Est-ce que c'est dangereux? Comment analyser sans être sommaire ou manichéen? Entre-temps, il y a eu cette tentation, je voudrais que tu y reviennes, parce que je vais te demander ton propre voyage. Vous savez, je pense à Pierre Loti, je pense à Chateaubriand, je pense au général Bonaparte, mais je pense aussi évidemment à Lamartine, qui ont tous eu cette tentation de l'Orient et qui ont tous traversé la Méditerranée. Ils ont pris un raffio à Venise, à Brindisi ou à Rome. Pour traverser la Méditerranée comme s'il y avait comme si le Graal n'était plus au fin fond des forêts du nord ou de l'ouest, mais comme si le Graal était dans un Orient mirifique. Alors est-ce que c'est une quête de cette sorte que ton imaginaire est allé rémunérer quand tu es parti là-bas et quand finalement tu as conçu et réalisé le projet de ce livre qui est riche, profus, qui est vraiment un livre d'amoureux? Ou est-ce que c'est simplement parce que tu as passé ton enfance au Liban et que tu avais la nostalgie des mezzés et pas tous les trucs que je trouve moyennement comestibles, parce que j'ai des goûts franchouillards. On n'a pas besoin d'aller... Si je voulais satisfaire une nostalgie de Mézé, il suffit que je fasse quelques mètres et voilà. Ou même que j'aille chez Picard et on trouve un certain nombre de choses. Les fonds de pension américains à qui appartiennent Picard permettent de satisfaire cette nostalgie. Non, plus sérieusement, s'agissant du voyage en Orient, comme on l'a appelé, qui était, disons, la troisième vague des voyages, puisqu'il y a eu d'abord le voyage en Italie, dès le XVIe siècle. Montaigne, par exemple, c'est son texte le moins connu. Il n'a pas écrit que les essais, il a écrit un journal de voyage en Italie qui est tout à fait passionnant, parce qu'on peut suivre, c'est une des rares choses du XVIe siècle, un gascon, un quasi-méditerranéen, disons, de Atlantique, qui remonte et qui va jusqu'à Rome. Vous voyez ? Il y a eu le voyage en Espagne qui est très très peu connu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. L'Espagne était peut-être pire que l'Orient, d'une certaine façon. C'est une espèce d'Orient encore plus méconnu, d'une certaine façon. Les lettres d'Espagne de Mérimée sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Et il y a enfin le voyage en Orient qui est le plus mythique, qui a fourni le plus de textes probablement, en tout cas le plus de textes intéressants. Si vous regardez tous ces voyages en Orient, en tout cas ceux qui ont été écrits par des écrivains français, ils ont tous au fond
j'allais dire un Orient, c'est trop facile, un but avoué ou pas, même de la part de types comme Flaubert qui étaient des athées, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Voilà, Jérusalem c'est le centre mythique ou véritable de tous ces voyages. Voilà. Jusqu'à Loti, par exemple. Loti, d'ailleurs, qui nous renseigne beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Jérusalem, et qui nous renseigne beaucoup, si vous voulez, sur l'état de la Palestine, ce qu'on appelait tel, il y a une centaine d'années ou 120 ans. Et là, vous pouvez voir, par exemple, la façon dont les Arabes traitaient les Juifs et les chrétiens qui voulaient aller se recueillir sur le tombeau d'Abraham à Hébron. Ça vaut son pesant de moutarde, et c'est à rappeler aujourd'hui à un certain nombre de prêcheurs de la bonne entente et du désamalgage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, passons, je ne suis pas là pour polémiquer. Donc, cette question du voyage en Orient, c'est fondamental, me semble-t-il, pour essayer de comprendre la fascination, disons, qu'exerçait l'Orient. Mais ce n'était pas n'importe quel Orient, c'est en fait ce que nous appelons, nous, le Proche-Orient aujourd'hui, y compris l'Égypte. Voilà, c'est un Orient qui, au fond, était déjà presque, par bien des côtés en tout cas, occidentalisé. Ce qui est plus intéressant, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est ce que tu as évoqué dans la première partie de ta question, à savoir ce qui se passe aujourd'hui, au fond. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui a été le non-dit jusqu'à il y a quelques semaines de 40 ans d'immigration, de mouvements, etc., tout ce que vous voulez. Dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens, oui, mais enfin plus particulièrement aujourd'hui dans le sens Sud-nord. Voilà, sud-nord, et qui est l'énorme problème, l'énorme défi, au fond, dont tous les gouvernements ne veulent pas entendre parler. Mais là, ils sont obligés, finalement, vu ce qui se passe par moment, de répondre. Ça ne devrait pas poser de problème considérable dans la mesure où on a défini une conscience, une âme méditerranéenne qui divague de part et d'autre de la Méditerranée et qui a tissé quand même beaucoup de liens. Beaucoup de liens. Quand on lit des gens comme Massignon, comme Benoît Méchain, qui ont été des Occidentaux qui sont allés vivre et devenir des connaisseurs du monde arabo-musulman, on a l'impression qu'il y a presque plus d'affinité qu'il y en a entre, par exemple, des Européens et des Américains. Et surtout des Américains du Nord, protestants. Américains du Sud, catholiques, c'est différent. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème insurmontable. Le problème, est-ce que ce n'est pas que les Occidentaux ont perdu la conscience d'eux-mêmes ? Mais il y a ça, mais il y a aussi la question de l'islam. Je voulais y venir. On ne peut pas... je voulais répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que c'est que cette religion qui, pendant, au fond, 3 siècles, s'est quasiment éteinte, en tout cas était endormie, et qui d'un seul coup a ressurgi, et au point de ne plus concerner seulement l'Europe du Sud, mais de concerner le monde entier. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça ? Les flux migratoires nord-sud ou sud-nord n'auraient aucune importance, au fond, réelle, s'il n'y avait pas cette question de l'islam, et plus particulièrement de l'islamisme. Alors, je n'ai pas l'intention de faire une conférence sur l'islam, sur l'islamisme, ce n'est pas le lieu, mais il n'empêche que c'est ça aussi la Méditerranée aujourd'hui. De tout temps, pas seulement aujourd'hui. Oui, tu me posais la question aujourd'hui. Donc, j'ai été frappé en lisant, il y a quelques mois, une interview d'un, je ne sais plus qui avait été libéré, un Italien qui avait été libéré par l'État islamique, ou un groupuscule du même ordre en Syrie, et qui disait à un journaliste européen, mais faites attention parce que ce n'est pas uniquement un califat en Syrie et en Irak qu'ils veulent, ils veulent reconquérir Al-Andalus, c'est-à-dire l'Andalousie, etc., et monter encore plus loin, puisque, disait-il, ce djihadiste, nous sommes déjà partout. Alors ça pose, c'est une méditerranéisation d'un type un peu particulier, n'est-ce pas, à laquelle il faudrait, au fond, réfléchir. Réfléchir, ça veut dire essayer de ne pas caricaturer, effectivement, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de pas d'amalgame, mais de ne pas caricaturer ce qu'est l'islam, et d'essayer de comprendre les choses. Et ça, c'est une chose extrêmement compliquée. Il y a cette dimension méditerranéenne islamique qu'il faut penser. Alors effectivement, tu as raison de dire que des
sociologues, des historiens des religions comme Massignon, Corbin et quelques autres l'ont pensé, qui ont été des passeurs. Moi-même, quand j'étais enfant au Liban, il n'y avait quasiment aucune femme voilée, simplement des femmes qui avaient de temps en temps des fichus sur la tête, mais exactement comme les Européennes. Comme nos grands-mères, ce que j'appelais le voile méditerranéen, quand elles allaient à la messe. Exactement. Donc, c'était une religion, c'était l'autre religion, mais ce n'était pas du tout agressif, etc. Et on pouvait vivre en bonne entente, disons. Enfin, je simplifie, parce qu'en réalité, c'était plus compliqué que ça. C'était plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, au fond? Parce que cette espèce de velléité de djihad, est-ce qu'on peut le considérer qu'il ressemble à celui du 8e siècle et qui a entraîné la croisade en rétorsion? Est-ce que c'est nouveau? Ça correspond à quoi? Parce que, effectivement, tu disais, on a le grand moment de la civilisation islamo-arabe ou ottomane et musulmane, je dirais, c'est entre le 8e et le 16e siècle. On a un grand moment culturel, par exemple, dans la Perse. L'Iran actuel, c'est les chiites. Mais quand je lis un poète persan de cette époque-là, musulman, j'ai l'impression qu'il n'est pas si loin de Ronsard et de Du Bellay. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de singulier qui fait que, apparemment, c'est inassimilable? Comme s'ils voulaient retourner l'histoire à l'envers et dire, allez, on reconquiert l'Europe, on a fait ce truc, au 19e siècle, ils ont refait le coup des croisades, nous, on va faire le truc inverse. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une fascination pour l'Occident? Ce n'est pas le plus bel hommage, paradoxal. C'est un hommage dont on s'en passerait volontiers. Mais oui, il y a quelque chose de ça. Mais il y a aussi, si vous voulez, tout ce qui est lié à la décolonisation et à l'accession d'un certain nombre de pays, disons, à une identité plus ou moins factice, parce qu'au fond, on s'aperçoit que c'est de briques et de broc comme en Afrique, mais aussi à un conflit qui a lieu à l'intérieur même de l'islam, et dont le Proche-Orient aujourd'hui est le théâtre, c'est-à-dire le conflit entre le monde chiite et le conflit avec le monde sunnite. Alors, vous voyez, la véritable bombe à retardement, ou même qui n'est même plus à retardement aujourd'hui, la même explosion qui a lieu, c'est entre ces deux mondes. Au fond, ce dont les chrétiens font les frais, ce n'est pas de ces abrutis de Daesh qui hélas sévissent, mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est qu'on aimerait que le territoire soit débarrassé des chrétiens et probablement des juifs aussi, afin que ça se stabilise entre deux blocs, le bloc chiite avec l'Iran et quelques résurgences au Liban, etc., et le bloc sunnite, etc. Donc il y aurait une espèce d'équilibre de la terreur, en tout cas des puissances, une espèce de, comme on disait sur la guerre froide, de la terreur. Voilà, une espèce de dissuasion nucléairo-religieuse, vous voyez, qui permettrait de trouver une forme de paix. Mais malheureusement, il y a des chrétiens, donc ça embête beaucoup de monde, et il y a aussi Israël, etc. Vous voyez, donc tout ceci empêche que les choses se fassent. Et puis il y a des chiites en territoire majoritairement sunnite, et l'inverse, en Irak par exemple, des sunnites, un terre où les chiites sont à 60%. Sinon, ça serait effectivement, il y aurait en gros l'Iran d'un côté, on retrouve la Perse, hein, et ses ambitions impériales, et puis de l'autre côté, le monde arabe. Mais en plus, le Golfe, les monarchies du Golfe ne sont pas du tout d'accord avec cette version. Et c'est la deuxième partie de ce que je voulais dire, à savoir que l'émergence, si vous voulez, comme puissance financière de tous les pétro-émirats fait que les données sont considérables. La France est en train d'être rachetée en grande partie, enfin vous le savez, par les Émirats du Golfe, l'Arabie Saoudite aussi, etc., etc. Vous voyez, donc c'est une nouvelle donne politico-civilisationnelle qui est en train de se mettre en place et que nous n'arrivons pas véritablement à penser, parce que la pensée dans ce cas-là est retenue non pas par des considérations comme nous faisons sur la Méditerranée, etc., qui sont sympathiques mais qui ne sont pas fausses non plus, mais qui ne sont pas opérantes, mais par le politiquement correct. Savoir qu'on ne peut pas penser la chose librement, en tout cas on s'expose à beaucoup de déconvenus. Vous voyez, dès que vous parlez de l'islam aujourd'hui et de la partie violente de l'islam, vous êtes en proie à l'islamophobie, nous dit-on. Il y a autre chose aussi, c'est la place du Coran dans cette civilisation, disons arabe ou néo-arabe, qui est en train de renaître. Savoir que le Coran
ne souffre pas, disons, de variantes, d'interprétations, comment dirais-je, extravagantes. Si vous avez une interprétation extravagante du Coran, vous avez beaucoup de chances d'être, non pas excommunié, mais vous voyez ce que je veux dire, d'entrer dans une espèce d'hérésie, et on sait ce qu'il en coûte aujourd'hui d'être un hérétique sous ces cieux, y compris les nôtres d'ailleurs. Il y a aussi le fait que le Coran a figé la langue arabe, là je pense plutôt à la littérature, dans une espèce d'état quasi définitif, donc qui commence à dater, ce qui explique par exemple qu'il n'y a pas de grand roman arabe. Contrairement à ce qu'on dit, moi je n'ai jamais lu un grand roman arabe. Moderne, tu veux dire? Moderne, oui. Même avant, il n'y a pas de... L'arabe, c'est le Coran. Mille et une nuits. Et des contes, effectivement, mais le grand roman arabe au sens occidental n'existe pas. Peut-être que le roman est une spécialité de la conscience occidentale. C'est probablement ça, alors disons. D'après son nom même, la mise en roman, en langue romane. Oui. Est-ce que oui, donc bon, on s'éloigne du sujet, mais sans s'en éloigner effectivement, parce que tout ça se passe quand même autour de la Méditerranée, même si ça se mondialise par le fait. Je ne sais pas comment. Cette Méditerranée, quand même, malgré tout, on y va. Des Français d'origine maghrébine ou machrekine sont innombrables. Il y a encore beaucoup de choses en commun. Quand on lit ton livre, on a l'impression qu'en se baladant entre la Turquie, le Maghreb, l'Espagne ou la Grèce, on vit à l'intérieur d'une identité, même aujourd'hui. Oui, parce qu'on voit constamment partout les traces de ces échanges. Si vous allez par exemple en Turquie, vous allez avoir d'innombrables mots, notamment français, qui sont écrits turquifiés, je ne sais pas comment dire, ottomanisés. Vous voyez, ils ont beaucoup de mots français qu'ils ont traduits. Passagie, par exemple, à Istanbul, c'est simplement l'imitation des passages parisiens. Vous voyez, vous avez comme ça beaucoup de mots, y compris en arabe aussi. Et inversement, les Arabes nous ont donné des mots. Vous voyez, donc il y a eu on peut avoir constamment les traces. Mais il y a des choses beaucoup plus simples, au fond. La question de la nourriture, les échanges culinaires, si j'ose dire. Alors, voilà, le couscous s'est parfaitement acclimaté chez nous. Il ne pose aucun problème identitaire ni religieux. Vous voyez, donc ce sont des choses dont on peut mettre de façon positive au compte de la civilisation méditerranéenne. Et inversement, de l'autre côté, voilà, une espèce de... Voilà. Mais là, nous parlons peut-être de choses faciles à trouver, mais cette facilité, c'est aussi la Méditerranée. Vous voyez, il n'y a pas la rigueur, comment dirais-je, le collet monté luthérien de l'Europe du Nord, etc., un peu compliqué. Il y a une espèce d'immédiateté, me semble-t-il, dans la Méditerranée, qui fait qu'on se reconnaît en étant pays de connaissance, me semble-t-il. Oui, qui fait que comment se fait-il quand même que, pour prendre un très modeste exemple, je suis du Massif central, ce qu'on appelle un Français de souche, je suis catholique, et quand je suis, par exemple, en Algérie avant les années 90, j'y allais souvent, je me sens quand même plus chez moi qu'en Scandinavie, qui pourtant sont des chrétiens, qui appartiennent à l'Union européenne. C'est pas évidemment pas religieux, c'est de l'ordre du feeling, c'est l'ordre de l'art de vivre. Il y a un mode de convivialité qui m'en rapprochait presque davantage. Alors est-ce que ça c'est fini? Est-ce que vraiment là, cette espèce de fracture entraînée par le djihadisme va mettre fin à tout ça, ou est-ce que ça ne sera pas plus fort que ça? Parce que tu dis que le Coran, c'est vrai, on dit que le Coran fait une interprétation. Dieu lui-même s'est adressé à Mahomet qui n'a fait que transcrire. C'est pour ça que donc l'interprétation n'a pas la signification qu'elle a dans la théologie, par exemple, chrétienne, qui est une théologie analytique, qui est une théologie continuée. Et cependant, quand on lit des soufis des grandes époques, eh ben, c'est des interprétations du Coran et des interprétations, mon Dieu, assez libres. Oui, mais les soufistes sont les premières victimes. C'est vrai. Alors voilà. De l'État islamique. Hein, donc, nous n'oublions jamais ça. Donc, c'est d'ailleurs le courant le plus proche
du catholicisme, au fond, d'une certaine façon. Donc c'est par là qu'on peut aborder ou trouver sympathique la religion musulmane, si j'ose dire. Comment il s'appelle l'auteur le concepteur d'un islam des Lumières, Melek Chebel, que j'ai invité ici il y a 2 ans, qui a écrit un dictionnaire amoureux de l'islam dans cette même collection. Richard Millet vient d'écrire son dictionnaire amoureux de la Méditerranée, propose un islam des Lumières, sa lecture occidentalisée de l'islam, et il me dit, je suis tricard partout, ce que je te dis, je peux le dire à Nice, je peux le dire à Saint-Germain-des-Prés, je pourrais pas le dire à Alger, je pourrais pas le dire dans l'université Al-Azhar au Caire, je pourrais encore moins le dire dans les pays du Golfe, n'en parlons pas, parce que ça passerait pas. Alors, est-ce que l'islam des Lumières est un mythe, ou est-ce qu'il peut se déployer, par exemple, en France? Est-ce que les Français musulmans peuvent l'adopter, ou est-ce que tu considères, je ne sais pas, c'est un débat, il ne s'agit pas de le trancher. Si tous les musulmans émigrés avaient la capacité intellectuelle de Malek Chebel, ça serait parfait, il n'y aurait aucun problème. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas. Et voilà, donc un islam des Lumières, c'est une contradiction dans les termes. De toute façon, un christianisme des Lumières aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, la question est réglée. Maintenant, à savoir comment on peut vivre sa religion, ça c'est autre chose dans un espace, disons, républicain. Même si personnellement, je ne suis pas du tout un républicain. Mais bon. Moi non plus. Comment ? Moi non plus. Voilà. Donc, pas au sens où on nous parle de valeurs républicaines. Je pense que c'est un principe république que j'accepte. Il n'y a pas de valeurs républicaines. Les valeurs, c'est la liberté, c'est l'honneur, c'est la probité. Elles ont cours aussi bien en Angleterre, qui est une monarchie théocratique, qu'en France. Donc, pardon. Il y a un autre problème qui peut-être aussi peut expliquer l'islam, c'est-à-dire le troisième monothéisme, qui est le judaïsme. Donc il faut absolument en parler aussi, et qui explique probablement pourquoi l'islam est devenu extrêmement agressif et conquérant, ou en tout cas plein de ressentiments. Ce n'est pas uniquement lié aux croisades ou aux néo-croisades, au néocolonialisme, etc. Il y a la question d'Israël. Donc ça, il me semble que tout ce qu'on voit, enfin en tout cas une énorme partie de ce qu'on voit aujourd'hui, notamment de l'antisémitisme, disons des Français musulmans, ou des musulmans qui ont un passeport français, je préfère les appeler comme ça, ce sera plus clair en tout cas, vient de la question israélo-palestinienne. Vous voyez, donc ça, c'est aussi le cœur maudit de la Méditerranée. Oui, là, on est en pleine Méditerranée. Voilà. Donc, il faudrait essayer de penser cette question aussi, qui est extrêmement complexe et qui, je peux vous le dire, vous le savez aussi bien que moi d'ailleurs, met le feu aux poudres dès qu'on en parle. C'est même pire que tout. Oui, un écrivain a écrit trop d'histoire et pas assez de géographie, hein, dans cette maison de famille dont on se dispute âprement l'héritage. Voilà, donc c'est un problème extrêmement complexe. La différence entre les juifs et les musulmans, vous le savez, c'est que les juifs ne sont pas des prosélytes, donc ils ne gênent au fond personne. C'est tout. Oui, le judaïsme, par définition, voilà, est plutôt identitaire que prosélyte. Exactement. Mais il se trouve que les chrétiens partagent le livre en grande partie, donc des juifs, c'est-à-dire la Bible, et que là, ça décuple au fond le problème. Dont, par exemple, les chrétiens d'Orient souffrent énormément. Oui, oui, mais ça c'est évident. Cependant, on a bien l'impression que le développement initial de l'islam, hein, dans l'espace où évoluait au 7e siècle, donc Mahomet était un espace, j'allais dire, judéo-christianisé. Et romanisé aussi, mais judéo-christianisé. Donc ça pourrait faire la synthèse. C'était un des buts, me semble-t-il, de l'islam, qui dit, au fond, nous acceptons un certain nombre de prophètes juifs, un certain nombre de prophètes chrétiens, mais nous sommes là pour unifier la chose, accomplir les... En réalité, comme dit un philosophe juif allemand, Franz Rosenzweig, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'Étoile de rédemption, l'islam n'est qu'une parodie du judéo-christianisme. Donc, bon, je ne veux pas... C'est une citation, mais ce n'était pas un excité, Rosenzweig, c'était probablement un des plus fins philosophes qui soit. Et il
il est vrai que nous avons souvent le sentiment que c'est une religion qui simplifie beaucoup de choses. D'ailleurs, ça explique son succès. C'est pas, on peut devenir musulman en quelques minutes et 5 prières par jour suffiront. Bon, je caricature pas, c'est exactement ça. Donc, nous sommes loin probablement de la dimension mystique des soufis, d'un certain nombre d'écrivains comme Hallaj, etc. Et cette politisation de l'islam simplifié, explique aussi beaucoup de choses. C'est très facile de devenir un excité, un hystérique islamiste à partir de cette religion. Oui. Est-ce que ça n'a pas été la même chose au X ou au XIe siècle, où, en rétorsion du djihad, l'aventure des croisades avait certes une dimension spirituelle, mais aussi une dimension belliqueuse? Est-ce qu'à ce moment-là, on simplifiait, on allait délivrer le tombeau du Christ? Je ne suis pas sûr que tous les chevaliers qui partaient en croisade, c'est une belle aventure, étaient des théologiens aussi subtils que Bonaventure ou Albert le Grand. Sans doute. Non, mais bien sûr, la soldatesque est la même partout. Nous sommes d'accord. Mais il n'en reste pas moins que je trouve qu'il y a une différence qui tient probablement à la préséance et au fait que les chrétiens et les juifs étaient avant. Voilà, c'est tout. Donc, et cette question de l'origine, cette question de l'antériorité est probablement ce qui gêne énormément l'islam et la raison pour laquelle il voudrait effacer souvent en conquérant. Vous voyez, donc en s'établissant ailleurs. Au fond, c'est une universalité contre une autre. L'universalité islamique contre l'universel catholique. Chrétienne au sens large, voilà. Enfin, dominée par le catholicisme. Alors évidemment, on est autour de la Méditerranée. Bon, le livre, le premier testament des Juifs, l'apport de l'aventure évangélique, et puis le Nouveau Testament, et puis le Coran. Bon, on est au XXIe siècle, il y a à peu près 4% de Français, on va prendre l'exemple de la France, qui pratiquent la religion. Le taux d'athéisme ou d'agnosticité augmente de sondage en sondage, et disent les sociologues, les analystes, c'est exactement la même chose pour nos compatriotes d'origine maghrébine. Il y a à peu près 6 à 8% de musulmans qui pratiquent, et il semble que le taux baissera à mesure que le consumérisme à l'américaine gagnera. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu tous embarqués dans la même galère? Est-ce que c'est pas chacun de notre côté des crispations identitaires pour essayer d'exprimer un refus convulsif d'un monde banalisé affreusement, qui nous menace qui menace de fabriquer des âmes mortes, des psychismes banales et des générations de petites fauves amoureux, immatures, avides par la télé, Internet et la consommation. Est-ce qu'on n'est pas dans la même galère? La preuve, c'est que ce terroriste occidental, donc norvégien, sur lequel tu as écrit ce livre très intéressant, ça s'appelait Éloge littéraire de Brejnik, je sais pas quoi. Je ne sais pas son nom. Évidemment, c'est un éloge littéraire, c'est à prendre au moins au 2e degré, sinon au 3e ou 4e. Moi, j'ai l'impression que les ressorts psychiques de Koulibaly ou des frères Kaouchi, qui ont transité d'ailleurs par la Corrèze, sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire un nihilisme au bout du désespoir. Oui et non. Enfin, je n'ai pas l'intention de parler de Breivik, mais c'est pas tout à fait la même chose. Nihilisme. Du point de vue nihilisme, oui. Et moi, je répète ce que je disais tout à l'heure, je comprends parfaitement, au fond, que de jeunes immigrés, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou pas, lorsqu'ils voient l'état de décomposition spirituelle et civilisationnelle de la France et de l'Europe, n'aient aucune envie de devenir, au fond, de vrais Français, de s'assimiler, comme on le disait. Ça, je comprends très bien. Mais le problème, c'est que sont-ils lorsqu'ils décident de ne pas s'assimiler? Ils ne sont rien, au fond. Et là, ils sont la proie, effectivement, des évangélistes musulmans etc. Bon. Nous sommes certainement embarqués dans la même galère, mais ça nous mène un peu peut-être loin de la Méditerranée.
Mais cette galère, est-ce qu'elle n'est pas manipulée, est-ce qu'elle n'est pas dirigée par un certain nombre de vents contraires? C'est-à-dire C'est-à-dire ceux qui souffrent depuis, par exemple, le Qatar. Par exemple, vous savez que le Qatar finance des projets, quels projets d'ailleurs, dans les banlieues dites défavorisées, etc., avec l'assentiment d'ailleurs d'un certain nombre d'hommes politiques français. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Donc ce vent qui souffle depuis le golfe Persique me paraît extrêmement inquiétant, aussi inquiétant que ce qui se négocie en ce moment entre l'Europe, enfin l'Union européenne et les États-Unis, à savoir ce fameux traité transatlantique qui a bien des raisons de nous faire trembler. Donc entre le Qatar et les États-Unis, je ne sais pas très bien où se situe l'Europe, à mon avis, nulle part. C'est un champ d'expérimentation consumériste qui nous mène extrêmement loin de la Méditerranée. Et comment y revenir? Oui, c'est drôle que tu évoques le Qatar, puisque ce soir, vous le savez, à Chelsea, le Qatar Saint-Germain va affronter l'équipe de Chelsea, dont le propriétaire doit être je ne sais quel milliardaire russe ou ukrainien. C'est un autre effet de la mondialisation. Moi, on a pas tort. Parce que tu dis le français, le jeune des cités, qui n'a pas de diplôme, qui parle mal français, qui est voué après un destin des rangs de délinquants, donc qui va se précipiter, qui va se réfugier dans une vision absolutiste de la religion de l'islam et éventuellement devenir un terroriste, mais le jeune français des zones périurbaines tout aussi acculturé, auquel on dit non, t'es français peut-être, mais faut pas, ça fait franchouillard, t'es languedocien, les grandes régions, mais t'es européen. À partir du moment où la francité a été tellement dévalorisée par le discours politique de nos élites, est-ce qu'il n'est pas tout aussi acculturé? Je vois pas grande différence. C'est ce que j'ai dit. Quand les jeunes immigrés voient l'état de la France, ils n'ont aucune envie de s'assimiler. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, effectivement, pourquoi devenir français puisque le français n'est plus rien? Le français ou l'anglais ou etc. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a une espèce de tentation du multiculturalisme et même du communautarisme dans ces cas-là. Et ça, c'est l'autre partie de la Méditerranée, si vous voulez, c'est le morcellement des communautés, la parcellarisation des pays, souvent résulté de l'éclatement des grands empires. C'est pas le dernier ayant été la Yougoslavie, donc qui a donné naissance à de tout petits pays, y compris de faux pays ou d'États mafieux comme le Kosovo ou le Monténégro. Ou la Macédoine. Ou la Macédoine, vous voyez, qui sont des pays qui ne sont même pas des pays, au fond, et qu'on veut absolument inclure dans l'Union européenne. Enfin bon, c'est absolument extravagant. Oui. Donc ça aussi, c'est la Méditerranée, c'est savoir que cette espèce de décomposition permanente et de recomposition de petits ensembles, de grands ensembles, qu'est-ce que c'est que Chypre, quoi? C'est invraisemblable, Chypre. Il n'y a pas une identité chypriote, au fond. Ce sont des Grecs, des Levantins et des Turcs qui sont d'ailleurs imposés un peu brutalement en 1974. Oui, donc, vous voyez, par exemple, Chypre est un bon exemple de la Méditerranée. C'est une espèce de carrefour comme ça, qui n'est ni la Grèce, ni le Proche-Orient, ni la Turquie, mais qui est tout ça à la fois sans l'être. Vous voyez, c'est une définition à la fois positive en même temps que négative. Oui, mais comme par hasard, il y a deux Chypres. Il y a deux Chypres parce que la Turquie est intervenue militairement et a occupé. Je veux dire, sinon, c'était... Voilà. Ces gens-là auraient vécu tant bien que mal. Cette dissémination, c'est vrai que le monde oriental méditerranéen l'est au moins autant que l'a été le monde occidental, mais à la plus grande époque de la Grèce de Périclès, il n'y a jamais eu la moindre unité politique de la Grèce. C'était des cités âprement rivales qui se tiraient dans les pattes et se faisaient la guerre tout le temps, ce qui nous a valu la naissance des premiers historiens. Ça n'empêchait pas qu'il y avait une civilisation hellénistique. Comme plus tard, il y a une civilisation omeyyade, plus tard une civilisation ottomane. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a plus de civilisation du tout, ni au nord, ni au sud, et qu'il y a comme une espèce de quête, comme si... Alors revenons à la Méditerranée, puisque qu'est-ce que ça pourrait être? Donc un rêve politique méditerranéen qui pourrait essayer, sinon de surmonter, du moins de contourner l'impasse dans laquelle on est, parce que sinon, c'est le retour à la guerre sainte. C'est déjà
Oui, enfin, partiellement. On en est... Qu'est-ce que pourrait être? Revenons à cette Méditerranée. Qu'est-ce que ça pourrait être C'est difficile de dire ce que ça pourrait être, puisque au fond, on est dans la mondialisation. C'est-à-dire que le Qatar il n'est pas seulement en Europe, il est partout. Donc, enfin, le Qatar et les autres, l'Arabie Saoudite, etc. Donc, il semble qu'à l'échelle mondiale, la Méditerranée ne soit plus grand-chose. Donc, économiquement, il n'y a plus... Ça ne veut plus dire grand-chose. Non, c'est fini. Mais en même temps, c'est parce que ce n'est plus grand-chose que, du point de vue des rapports entre êtres humains, ça pourrait devenir autre chose. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une redéfinition des rapports, disons, entre les peuples. J'aime pas beaucoup ce mot, ça fait un peu ONU, n'est-ce pas? Mais disons qu'on pourrait effectivement trouver le moyen de dialoguer autrement qu'à partir de crispations religieuses. Et vous savez, par exemple, la question palestinienne est une question qui pourrait être extrêmement simple. Il suffirait que les pays arabes digèrent, puisqu'ils sont déjà réfugiés à peu près dans tous les pays arabes, digèrent les Palestiniens, et la question serait résolue. Ils sont assez riches pour beaucoup pour résoudre cette question. Ou qu'on décrète que la Jordanie est le territoire de la Palestine. Voilà, d'ailleurs, les Jordaniens sont aux 2 tiers palestiniens. C'est une invention des États-Unis. Voilà. Est-ce qu'on paye pas aussi les conséquences de l'incurie de nos diplomates des traités d'après la guerre de 14, qui ont découpé des États-nations qui ne correspondent pas à des réalités dans le champ mental des pays. Ça a été encore plus caricatural pour l'Afrique et qui se sont partagés quand même par anticipation la manne pétrolière. Je pense quand même que lorsque le Koweït a été envahi par l'Irak, ce qui a été le prétexte de Bush senior pour entrer en guerre contre Saddam Hussein, le Koweït, c'est l'Irak. Je veux dire, sur le plan de l'histoire, Saddam était légitime dans sa revendication. Bon, le Koweït, c'est la British Petroleum. Est-ce qu'on ne paye pas ça aussi? On ne paye pas qu'on a voulu, sans comprendre ce monde, sans écouter les Massillon, les Benoît Méchain et effectivement les Corbin, est-ce qu'on n'a pas voulu comme ça s'approprier, nous les Occidentaux, y compris les Américains, s'approprier la manne pétrolière en découpant tout ça, en disant trop ou tard ils deviendront bien des démocrates comme nous? Est-ce qu'on n'a pas foutu quand même un bordel infâme? Est-ce qu'on ne ramasse pas ce pétard là? Tout à fait, et pas seulement du point de vue du pétrole. Si vous regardez par exemple le Liban, qui a été créé par la France, le premier président de la République libanaise, non encore indépendante, est allé voir à 2 reprises Léon Blum en lui disant, voilà, le Liban que vous voulez créer, c'est-à-dire le Liban actuel, ne fonctionnera pas. On vous propose, nous, chrétiens, un plus petit Liban qui n'aurait pas Tripoli au sud parce que ce sont des sunnites et qui n'aurait pas le sud, Tripoli au nord, pardon, et le sud parce qu'il y a trop de chiites, qui engloberait juste le bon Liban, avec une partie de la plaine de la Bekaa et les Druzes. Blum a dit non. Ouais. Voilà une erreur. Voilà qui se paye cher. La France, lorsqu'elle découpe la Syrie dans la même époque, donne à la Turquie le Sancak d'Iskenderun, parce que les Turcs étaient plus forts, etc., etc. Or, la Syrie réclame toujours ce... Vous voyez, donc ce genre de petites erreurs se retrouvent 100 ans après, aujourd'hui. Et l'État islamique l'a parfaitement compris, qui dit « Votre découpage des accords Sykes-Picot ne nous intéresse pas, c'est une hérésie, c'est une erreur. Et regardez-moi, je fais un califat, c'est-à-dire je suis à cheval sur 2 États, si Dieu le veut, sur 3 et 4, etc. Une fois qu'on aura expulsé les chrétiens et les sionistes, donc les croisés, pardon, et les sionistes. Oui, donc il faudra expulser les chiites après. Voilà. Ça sera plus compliqué, oui. Oui, donc d'une certaine façon, on paye quand même, on paye les incuries d'après les traités d'après les 2 guerres mondiales. On paye peut-être d'avoir détruit l'Empire austro-hongrois, on paye peut-être d'avoir trop détruit l'Empire ottoman, qui s'était allié à l'Allemagne. On paye un découpage. Bon, nous, on a eu le Liban et la Syrie en mandat, tandis que les Anglais, généreusement, avaient piqué l'Irak et la Palestine. C'était plus juteux. Lawrence d'Arabie avait bien conscience que ça collait pas et qu'on offensait la conscience arabe. Pour autant, le monde arabe n'a été toujours incapable de s'unifier, y compris contre Israël d'ailleurs, mais aussi contre les Occidentaux, ce qui fait qu'on arrive dans une situation, on a l'impression qu'il faudrait tout reprendre à zéro. Il faudrait remonter le cours de l'histoire et dire, bah, allez, on va détricoter tout ce qui s'est passé depuis le djihad du XVIIIe siècle, puis allez, on va se retrouver autour de la Méditerranée, à Nice, là devant, ce qu'il y a de commun au moins, c'est une boisson anisée, puis on va refaire ce que
on a ensemble la Bible, le livre, on a ensemble ce qu'ont bâti les Égyptiens, les Grecs et les Romains. C'est pas mal. Refaisons quelque chose d'autre. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ça peut faire rêver? C'est ce que l'islamisme souhaite, en tout cas. L'islamisme dit, effectivement, tout est bon, tout est mauvais, tout est faux, allons-y, nous apportons la solution, on unifie sous la bannière verte de l'islam. Oui, mais c'est pas c'est une vision universaliste qui est très compliquée. Elle est compliquée d'abord parce qu'on ne prie en principe Allah qu'en langue arabe. Oui. Or, 80% des musulmans sur la surface de la Terre ne sont pas des Arabes. Hein. Les plus grands pays musulmans, c'est l'Indonésie, c'est le Pakistan et c'est la Perse. Il suffit d'apprendre par cœur 5 prières, le tour est joué, c'est extrêmement simple. Oui, j'ai pas de sœur. Ouais, le plouk au fin fond de la Syrie ou de l'Indonésie, tu t'imagines pas qu'il connaît le Coran par cœur. Donc non plus. Il connaît un certain nombre de mots. Non plus que les paysans corésiens connaissent les évangiles. Voilà. Il est vrai. Les paysans corésiens étaient communistes, souvent. Donc, Oui, d'ailleurs, étaient communistes, ce qui est une façon inversée d'être catholique. Oui, donc c'est pas très optimiste tout ça. Donc ce bel héritage que tu peins avec tant d'amour, tu nous fais un magnifique livre pour nous dire voilà, tout ça, ça a été beau, on l'a encore un peu dans le cœur et dans l'esprit, c'est foutu à tout jamais. C'est ça le message? Non. Je veux dire, il n'y a pas que la politique. Je veux dire, il y a aussi le paysage. Le paysage méditerranéen reste encore, avant les catastrophes écologiques à venir, mais pendant peut-être quelques dizaines d'années, nous pouvons jouir du paysage méditerranéen. Alors voilà. Donc il y a ça. La nourriture. J'ai parlé de la nourriture. Il y a l'homme méditerranéen qui existe encore. Je veux dire, même s'il y a beaucoup de brassage, Dieu merci, il ne s'est pas américanisé d'un point de vue ethnique. Je veux dire, il y a un type méditerranéen qu'on reconnaît universellement et qui est encore là. Donc ça, c'est des choses extrêmement positives. On pourrait dire aussi que la vigne, depuis une trentaine d'années, l'huile d'olive notamment, c'est peut-être un petit détail, mais c'est considérable, le régime crétois, etc., ont retrouvé leurs lettres de noblesse. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses positives. Je pense qu'il faut peut-être reprendre les choses par des petits... Par l'art de vivre au quotidien, tu veux dire. L'art de vivre quotidien, des petits faits, des petites choses comme ça, pour essayer de définir, de trouver des raisons peut-être de ne pas désespérer complètement. Même de l'autre côté, ça, ils le savent. Il y a autre chose, par exemple, qui unifie tout en le détruisant l'espace méditerranéen, c'est le tourisme. Donc, voilà. Donc, c'est une sorte de... C'est notre djihad à nous, peut-être, vous voyez. Notre djihad involontaire, abruti, aussi abruti que celui d'en face. Pacifique, quand même. Mais c'est vrai. Pacifique, enfin, je ne sais pas comment je vois des rivages entiers détruits par le béton, etc. Le Liban, par exemple, a beaucoup plus souffert de l'urbanisme sauvage que de la guerre, que de 15 ans de guerre civile. Le Liban est un pays détruit d'un point de vue du paysage, sauf peut-être dans les montagnes et encore. Ouais, essentiellement détruit son rivage par le fric des monarchies pétrolières. Pas seulement, je crois que les Libanais sont assez grands pour... Ils s'y sont mis eux-mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette Méditerranée où il devait y avoir partout des milliers de bateaux qui reflétaient les échanges économiques majeurs de cette ère de civilisation, ben maintenant c'est les bateaux, c'est les bateaux de croisière, hein, effectivement, c'est devenu le lieu que visite. Mais enfin, malgré tout, cet art de vivre au quotidien, ce type méditerranéen, ça peut générer quelque chose de l'ordre sinon d'une solidarité politique, on ne parle plus de politique, mais d'une affinité qui ferait quand même qu'on trouverait des terrains d'entente. Moi, je pense, oui. Parce que si vous regardez, si vous sortez un peu de l'hystérie koulibalesque et kouachienne, si vous sortez un peu de ces histoires politiques, vous apercevez au fond que les gens ont envie de parler, ont envie de vivre tout simplement. C'est pas très compliqué. Il suffit de voyager un peu et de sortir des marinas touristiques et comme ça pour s'apercevoir que les dialogues est possible. Oui, il y a une curiosité. Par exemple, je pense à la Syrie, qui était, avant que les islamistes s'en mêlent, qui était le pays le plus sûr, un des pays les plus sûrs du monde. Une femme pouvait traverser la Syrie, une Européenne seule, sans être
embêter, importuner. Ça, c'est... Je vais me faire l'avocat du diable au prix d'une dictature quand même d'une brutalité Oui, mais alors, effroyable, celle de l'Assad père et fils. je trouve que tu es injuste et un peu excessif. Un dictateur est un dictateur. Je veux dire, bon, tu préfères les pseudo-démocraties occidentales qui, au fond, font à peu près la même chose, mais de façon beaucoup plus lente, beaucoup plus pernicieuse, etc. Je veux dire, ne croyons pas que nous soyons dans une démocratie. La démocratie grecque est quelque chose d'historiquement daté et qui était réservé à quelques dizaines de gens. Ça fonctionnait, tu l'as dit toi-même, des villes, des choses comme ça. Je ne crois pas que l'Européen, abruti par le consumérisme, la télévision et tout ce que vous voulez, soit un homme particulièrement libre au sens sartrien ou camusien du mot. Certes. Voilà, Camus, d'ailleurs, autre incarnation de la Méditerranée. Vous voyez, donc, voilà, donc la dictature de Bachar el-Assad avait au moins, si vous voulez, c'est la question, ça c'est peut-être quelque chose dont j'aimerais parler, si tu permets, c'est la question des grands ensembles. On sait que malgré beaucoup de défauts, les grands empires, et notamment l'Ottoman ou l'Empire austro-hongrois, étaient, disons, assez tolérants envers les minorités. On sait par exemple que beaucoup de Juifs ont préféré se réfugier au XVe siècle, au XVIe siècle, en Turquie, plutôt que de vivre en Espagne sous la... Isabelle la catholique. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. On sait par exemple que la Yougoslavie, beaucoup de Yougoslaves regrettent la Yougoslavie. Tito était un dictateur, mais un dictateur tout à fait soft, pour parler en néo-français. Voilà, donc, Tito, oui. Voilà. Donc, vous voyez, je connais quelques Slovènes qui m'ont dit, effectivement, regretter infiniment l'époque, parce que on n'avait pas ces espèces de petits États comme ça, dont on a parlé tout à l'heure. Malte, qu'est-ce que c'est que Malte? Enfin, c'est extravagant, un truc d'opérette. Vous voyez, donc, c'est aussi ça la Méditerranée, ce jeu entre des micro-États, Liechtenstein, Monaco, le Saint-Marin, Monaco, etc., le Vatican, et des ensembles beaucoup plus vastes qui ont eu lieu à certaines époques. Et cette tentation du grand, ou du calife, si vous rappelons-le par exemple, anime à nouveau le monde arabo-musulman, vous voyez, alors que peut-être qu'il trouverait sa légitimité, ce discours en tout cas arabo-musulman, face à l'Union européenne. Ils se disent pourquoi les autres ont en face d'eux une espèce d'entité politico-économico, oui, disons... assez foireuse. Hein. Non, c'est pas foireux. Quand tu es au Liban, en Syrie, etc., au Proche-Orient, ça fascine. Ils ne sont pas en train de se dire il y a l'horrible Schulz à la tête, etc., plus les commissions, etc. Non, ils ne voient pas ça. Ils voient un grand ensemble de prospérité entouré par Schengen, qui est une passoire, mais enfin pour eux, ce n'est pas forcément une passoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à obtenir des visas, tout simplement. Donc c'est vécu comme, disons, une espèce de réincarnation de la chrétienté, peut-être dégénérée, mais une réincarnation de l'Europe occidentale. Alors que de l'autre côté, ils ne sont rien. Vous voyez, il y a cette dialectique entre deux formes, mais qui ne correspondent pas, puisque d'un côté, c'est un espace économique, et de l'autre côté, c'est rien. Donc beaucoup du mal viendrait de la disparition de l'Empire ottoman, au fond. Hein, et il est vrai que moi je connais le leader des Druzes, comment il s'appelle déjà ? Jumblat m'a dit, nous, Druzes, nous étions plus libres du temps des Ottomans que du temps où on a défini un État-nation libanais. En fait, le mal viendrait de ce fait que nous, occidentaux, qui avons, au long des siècles et non sans guerre, tissé quelques États-nations à peu près unifiés, la France et l'Angleterre étant un principaux, peut-être l'Espagne, Italie et Allemagne, c'est tellement récent que ça n'existe pas comme État-nation. On a imposé à la terre entière comme légitimité politique unique l'État-nation. Sao Tomé et Principe, c'est un État-nation. La Chine, c'est un État-nation. Saint-Marin, c'est un État-nation. Et on a découpé comme ça
on a découpé des morceaux des peuples pour les assujettir à un chef qui n'a pas à leurs yeux de légitimité, parce que ça ne correspond pas à leur culture, à leur mémoire, à leurs ancrages. Et est-ce que ça expliquerait pas bien des choses aussi? Il y avait les califes, mais il y avait les sultans, il y avait les bey, et c'est vrai que l'Empire ottoman, ça fonctionnait pas si mal. Ceci dit, au XIXe siècle, l'Empire ottoman était en plein déclin, il était en train de perdre ses possessions. Il y a eu les guerres balkaniques, tu le sais, du début du XIXe siècle. Et est-ce que, de toute façon, quand un empire doit périr, est-ce qu'il n'y a rien à faire, quoi? Absolument. On n'est pas sûr qu'il y ait une alternative, quoi. C'est ça que je veux dire. Et il y a aussi peut-être une double conception de l'homme d'un point de vue philosophique, à savoir les États-nations reposent sur une conception, disons, athénienne, en gros, de l'homme, alors que de l'autre côté, on a plutôt affaire à ce que Marx appelait le despotisme asiatique, à savoir que, effectivement, et pour avoir vécu au Proche-Orient, tout le monde sait que la vie humaine n'a pas exactement la même valeur. Non, ça ne veut pas dire que les gens y soient plus cruels, mais qu'une espèce de fatalité. Moi, je sais par exemple que les grands chantiers de Beyrouth sont faits par des Syriens entrés plus ou moins clandestinement et qui sont sur des échafaudages en tongs, vous voyez. Donc ils sont à 100 mètres d'altitude en tongs. Quand il y en a un qui tombe, ben, voilà, c'est comme ça. Il tombe, il est remplacé immédiatement par 3. Vous voyez, donc personne ne va ne pleurer, etc. Ne va avoir des syndicats, des choses comme ça, les droits de l'homme. Tout ceci sont des concepts occidentaux. En Orient, nous ne sommes pas en Occident. Néanmoins, il y a un dialogue avec ça qui fait que, on peut essayer de comprendre, d'essayer de se comprendre à partir de conceptions de l'homme. Et il me semble qu'une conception monolithique de l'homme n'est jamais forcément une très bonne chose. Elle est toujours intéressante quand elle est contestée par quelque chose d'autre. Ça, c'est la Méditerranée aussi, la contestation d'une autre vision de l'homme. Voilà. Mais malheureusement, ça tend à s'estomper et à se réduire à des caricatures. D'un côté, Bachar el-Assad est un dictateur. Oui, c'est un dictateur, et alors? Mais peut-être que Hollande est aussi un dictateur d'une certaine façon, puisqu'il est là et qu'on ne peut pas le chasser avant 5 ans. Donc, oui, il y en a qui le déplorent. Mais bon, ce sont nos mœurs démocratiques. Oui. On va proposer à l'assistance de poser des questions. Tu vas, en guise d'épilogue, de conclusion, nous peindre en 2 minutes la splendeur de l'espace méditerranéen tel que Fernand Braudel, le grand historien de la première moitié du XXe siècle, l'a exalté dans ses livres. Parle-nous maintenant avec ton cœur, pour conclure. Il est épouvantable et il me demande de faire quelque chose alors que je suis épuisé et que je croyais avoir tout donné. Non, peut-être en vous répondant, si vous avez des questions à poser. Oui. Une question. Oui, donc nous sommes aujourd'hui dans ce que Denis Tillinac appelle des rencontres polémiques. Donc je vais vous poser une question qui n'est pas polémique du tout, sauf à être de mauvais esprit. Actuellement, on entend souvent dire que la civilisation européenne aurait des racines judéo-chrétiennes, en faisant un petit peu abstraction du fait que pendant... disons, dans toute la période antérieure à 1945, le concept de judéo-christianisme n'existait pas et que la tradition chrétienne était plutôt farouchement judéophobe. Donc, dans cette idée de racine chrétienne de la civilisation européenne, est-ce que ne se dessine pas de manière un petit peu implicite et subliminale l'idée qu'auraient certains, au contraire, de racines européennes, voire indo-européennes de la chrétienté? C'est pour qui? C'est pour Rich. J'ai l'impression que là vous faites allusion à des débats qui ont eu lieu dans les années 80 à propos de la nouvelle droite. Je ne sais pas si je me trompe. Comment? Et qui réapparaîtrait maintenant. Qui, selon moi, réapparaîtrait un petit peu de manière implicite, sans forcément être exprimé explicitement, on va dire.
Moi, tu veux que je réponde? Oui, non, je vais donner mon point de vue. Oui, effectivement, au début des années 80, il y a eu ce qu'on appelle une nouvelle droite. C'était quelques intellectuels autour d'Alain de Benoît. Ça devait passionner à peu près 300 personnes dans l'ensemble de l'Hexagone, qui prenaient un retour à des racines, mais à des racines qui n'étaient pas justement judéo-chrétiennes. Ils le récusaient, qui prenaient le paganisme. Et à ces gens-là, aller faire baptiser leurs gosses au solstice de juin dans la forêt d'Orléans, comme avec des types déguisés en druides, et leur influence est tellement médiocre que personne ne s'en souvient. Non, je vois pas la moindre résurgence. Par contre, je vois des gens dont je suis qui ont trouvé quand même assez choquant que plusieurs dirigeants de l'Union européenne, dont le nôtre, aient refusé d'en mettre dans les préambules de nos textes institutionnels européens la mention racine chrétienne. Parce que si on ne définit pas par ses sources chrétiennes l'Europe, on ne peut pas la définir du tout. Et comme on ne veut pas le faire, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas d'âme, il n'y a pas de patriotisme européen. Il y a 9, puis 12, puis 15, puis 27, une espèce d'agrégat comme ça, informe, géré de formal par une bureaucratie à Bruxelles qui n'a d'autre but que de persévérer dans son être. Voilà. Mais sinon, non, je ne vois pas de résurgence de... Je vois pas nulle part un esprit, je sais pas, qui pourrait, si je vous comprends bien, qui pourrait ressembler à une incitation à partir en croisade. Non, je vois pas ça du tout. Alors, autre question. Là-bas. Mademoiselle, là-bas. Voilà. Pardon, est-ce qu'on peut être un peu polémique? On peut Pas trop. donner l'autorisation? Pas trop? Courtoisement. Courtoisement, d'accord. Oui, je me demande si l'intitulé de votre exposé était le bon. Dictionnaire amoureux de la Méditerranée. J'ai tendance, au bout de 60 minutes, à me dire c'est plutôt dictionnaire sinistre de la Méditerranée. Moi, je n'aurais pas intitulé votre exposé comme ça, je l'aurais intitulé en disant la mer Méditerranée, une mer islamiste ou islamique. Mais où est le vrai danger, finalement? Moi, j'aurais tendance à dire la Méditerranée, une mer japonaise. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils nous piquent notre thon, ils ramassent 80% de la production. Mais ça, c'est vrai. Et il y a Michel Rocard dans son bouquin qui vient de dire que dans 30 ou 40 ans, il n'y a plus de poissons dans le monde. La Méditerranée est enfermée, il n'y a plus de poissons dans peut-être moins de 30 ou 40 ans. Alors, est-ce qu'il ne faut pas bien savoir dénommer où sont les périls? Est-ce que c'est sûr que le péril est dans ce que vous avez dit? Car dans quelques années, qu'est-ce qu'auront à bouffer nos Arabes, nos Juifs et nos catholiques laïcs? Et même nos athées. Il me semble qu'on a fait allusion, j'ai dit la catastrophe écologique à venir et qui est déjà probablement là. Donc la catastrophe écologique, c'est pas seulement la pêche du thon, la surpêche du thon, c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, les constructions partout sur le rivage, etc. Pollution esthétique. Pollution esthétique et pollution, donc le nombre est de toute façon une pollution, à mon sens. Mais bon, quant à cette question du dictionnaire amoureux de la Méditerranée, moi je ne fais que répondre aux questions de Denis Tillinac. On aurait pu... Non, c'est le titre d'un livre. Richard Millet fait une déclaration d'amour à un ensemble de civilisations, d'art de vivre, de senteurs, de paysages, qui sont plutôt en voie de disparition, qui pourraient être des espèces protégées, un peu comme les poissons. Et effectivement, ça peut donner l'impression d'un certain pessimisme qui est reflété par la nature de cet ami et je dirais par la tonalité de son œuvre. C'est pas un optimiste béat qui dit ouais c'est chouette la mondialisation, on sera tous Coca-Cola. Non, c'est pas trop le genre. Et on est parti de quelque chose qui a été admirable, qui nous a façonné pour dire que c'est très menacé.
Voilà. Alors si ça peut, mes questions c'était dire si on peut y remédier, tant mieux. Autre question. Micro. Est-ce qu'on peut appeler est-ce que tu donnes le micro? Alors celle-là, tu veux. Non, parce qu'on n'entend rien. Si, il faut la laisser parler. C'est une fidèle. C'est une fidèle, mais là, tu vas voir, elle va être... Oui, donc question à Monsieur Millet. Vous avez dit que vous comprenez le geste de Breivik. Vous l'avez même justifié. Et vous avez dit Breivik est sans doute ce que méritait la Norvège. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Merci. Je rappelle que Breivik a fait 77 victimes et qu'il n'est pas musulman. On l'a bien précisé tout à l'heure. Ouais. Et j'ai précisé que c'était un livre qu'il fallait, ligne après ligne, lire au second degré. Oui, c'est un peu loin de la Méditerranée, ça. Mais bon, je n'ai jamais justifié Breivik. J'ai même, si vous me lisez avec exactitude à 2 reprises en commençant ce petit texte, dit le contraire, que je condamnais ces actes. Mais, ou vous m'avez lu ou vous ne m'avez pas lu. Non, mais vous citez une phrase ou vous parlez du livre? On ne peut pas isoler une phrase d'un contexte. Cette phrase veut dire que dans un système complètement ironique comme l'est ce texte, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, lorsqu'on renonce à ses racines, lorsqu'on renonce à être soi-même, lorsqu'on renonce, la Norvège fait le pari du multiculturalisme, eh bien, arrivent des Breivik, des criminels de ce genre. C'est exactement ça ce que ça veut dire. Autre question? Encore une ou 2 questions, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais faire un jeu de mots sur la mer Méditerranée. Que pensez-vous si on confiait un mandat en exigeant que dans tous les pays du pourtour méditerranéen, ce ne soit que des femmes qui dirigent pendant 5 ans? Que penseriez-vous qui se passe? Ça pourrait pas être pire. Si ce sont des Thatcher, ce serait pas mal, je trouve, parce que, voilà. Au charme près. Au short près. Non. Si ce sont des Adjani, Isabelle Adjani, qui est une Française d'origine maghrébine, qui est plus qu'encensée dans le dictionnaire amoureux de Richard Millet, pourquoi pas? Il parle pour moi. Donc, Oui, non. C'est allusion. On vous entend mal, je crois. Oui, il faudra le micro, là. Alors, monsieur, puisque vous avez le micro, profitez-en. Bon, je suis arrivé en retard peut-être, mais il y a des points positifs quand même. Il y a eu l'Espagne. En Espagne, il y a eu un moment où les gens s'entendaient bien. Il y a eu aussi certaines îles, donc le royaume de Naples, je crois, la Sicile, la Sardaigne, tout ça. Et puis j'ai lu un article sur la Turquie, les janissaires. Les janissaires, certains, lors de raids, tout ça, lors d'une attaque maritime, eh bien, ils prenaient des prisonniers chrétiens et apparemment, sous les rois, sous les empereurs turcs, eh bien, ils avaient quand même une certaine liberté, ils n'étaient pas embêtés et même pouvaient servir comme janissaires. Voilà. Ensuite, je vous rappelle simplement le nom du stade à Londres. Ça s'appelle maintenant, ça m'a fait un peu vomir, ça s'appelle l'Emirates Stadium. Emirates Stadium. Si vous voulez, la concorde civile au sein de ce qu'on a appelé à l'Andalouse, qui a été un moment culturellement assez faste, il est vrai, parce que c'est un grand moment de la civilisation arabo-musulmane.
Oui, c'est pas si simple que ça, hein, quand même. Il y avait le statut de Roumi, hein, le chrétien et le juif avaient un statut inférieur. Ils étaient assujettis à une fiscalité particulière, les clochers devaient être inférieurs en longueur aux minarets, et ils étaient quand même, la domination politique était exclusivement celle des sultans ou des bey. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer, c'était une occupation politique comme celle des colons occidentaux dans les pays arabes au XIXe siècle. Donc, alors, dernière question. Madame. Je profite merci messieurs pour cette conférence si fine, bien qu'un peu mélancolique, je crois. Je voudrais évoquer une question dont vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé, qui est l'apprentissage des langues dites mortes. Moi, je suis née en 1946, donc en 4e, 12 ans plus tard. J'ai fait du grec. J'avais commencé en 6e avec le latin. Et je vois avec désolation que mes petites nièces, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, n'ont pas trouvé d'école en région parisienne où étudier le latin. Et je voudrais, parallèlement à cette mélancolie qui est mienne aussi, dire que dans le même temps, l'UNESCO, dont on parle souvent, a déclaré que 70% des œuvres d'art de la planète se trouvaient sur le territoire italien. Et sans évoquer peut-être le Grand Tour qui est lointain, puisqu'il s'agit du XVIIIe siècle, vous avez parlé, messieurs, et nous en sommes tous témoins, de ces énormes navires, hauts comme des immeubles pour certains, qui abîment Venise. Donc effectivement, tous les touristes, non seulement les anglophones, mais aussi maintenant, nous les voyons, n'est-ce pas, les Chinois, viennent en Méditerranée. Alors, n'y a-t-il pas là quelques raisons d'espérer ? Pour le latin, non, hélas. Mais pour le grec non plus. Mais peut-être même pas pour le français, j'en ai peur. Il est de plus en plus considéré comme une langue morte. Mais en tout cas, oui, pour le tourisme, bien sûr. Mais à condition que ce soit une autre forme de tourisme que ces énormes bateaux qui décèlent les immeubles, les bâtiments de Venise. Enfin, c'est extravagant. Et que ce ne soit pas non plus, comment dirais-je, ces cargaisons de touristes ou que l'idée qu'un pays comme la Tunisie ne puisse plus vivre que du tourisme, c'est quelque chose d'effrayant. C'est la seule, même la Grèce. Et la Grèce, voilà, ce sont des choses extravagantes, sauf à aller se perdre sur une île grecque et de devenir presque grec. Mais je pense qu'il est possible que, comment dirais-je, il y ait une contestation de plus en plus grande de cette façon de vivre. Je ne suis pas écologiste, je ne suis pas un utopiste, mais il me semble que de moins en moins de gens acceptent cette dictature du nombre, de la masse, de la consommation obligatoire, des circuits, des rails, vous voyez, des croisières de masse, etc. Il me semble que probablement se dessine, et ce serait peut-être l'occasion de faire un nouveau tour, comme vous disiez, non plus le grand tour, mais je vais peut-être rappeler ce que c'était le grand tour au XVIIIe siècle. C'était ces nobles anglais, parfois allemands, qui étaient envoyés en Europe continentale pour faire un voyage, disons, à travers la France et surtout l'Italie, qui durait 1 an ou 2. Ils s'arrêtaient un peu partout, et notamment en Italie, Rome, qui était l'étape suprême, si vous voulez, Voilà, c'était une manière de compléter une éducation, mais une éducation qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'on a abandonné les humanités depuis longtemps, donc le grec et le latin. Bon, ben cet abandon fâcheux sera la conclusion. Ceux qui veulent faire se signer un livre par Richard Millet peuvent le faire dans le hall. Merci de votre présence, votre attention. À bientôt.